Je veux être président de la République parce que je nourris le rêve d'un État humain et prospère. C'est pour ça que ma vision, c'est un État, un Cameroun, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Je considère que nous sommes comme abandonnés. L'État est absent. Cabral Libi Lingue, c'est mon nom, plus connu sous le patronyme réduit, la version réduite du patronyme Cabral Libi. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, investi par le parti politique Univers. Mais c'est vrai qu'on est venu au monde plus tôt que prévu en réalité. Bon, c'est souvent le cas aussi des primipares, parce que je suis l'aîné, je précise bien l'aîné parce que je suis sorti le premier, avant ma jumelle, qui n'est plus de ce monde de toute façon. Et puisque ça s'est déclenché plus tôt que prévu, donc je suis né en route en fait. Je suis né sous un arbre et je suis d'ailleurs allé revoir cet arbre qui existe encore. C'était une situation un peu cocasse, donc je suis sorti le premier. Et puis maman, me dit-on, a essayé de se déplacer et puis c'était un peu difficile. On a dû la mettre dans un pousse-pousse et moi-même dans une cuvette qu'on a couvert avec une couverture de fortune. Et c'est en cours de route qu'elle a dit, mais tiens, j'ai l'impression qu'il y a un bébé qui arrive. Et c'est là que ma soeur jumelle est arrivée. Bonjour tout le monde. Non, ne vous levez pas. C'est comment vous êtes, collègue? Ça va? Je sais pas. Comment grave? C'est le cordeau. Mon père, Ngué Paul, il me disait, je te forge parce que tu es l'aîné, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce que si tu échoues, tu vas montrer le chemin de l'échec aux autres. Donc il m'a traité très sévèrement et très durement. Ça, je le dis. Je ne peux pas compter le nombre de fois que mon père m'a fouetté. Je me rappelle au deuil de ma grand-mère. D'abord, il me dit, va m'acheter l'acide. Vous savez, ma grand-mère est morte très vieille, 108 ans, et chez nous, comme elle était aveugle, il y a les exhumeurs et tout, donc il était obligé de brûler à l'acide. Il me dit, va m'acheter l'acide à macaque. Alors, tout le monde commence à regarder. Je dis, mais cher ami, voici l'argent, va m'acheter l'acide, tu reviens. De là-bas, tu prends le train, tu vas à Ezeka, ton frère va te retrouver. J'ai fait Mahomi macaque, à pied, c'est sur les rails. J'ai cru qu'il blaguait et je l'ai fait à pied. Et de là-bas, j'ai pris le train, j'ai retrouvé mon petit frère. On a acheté des sacs de poissons et tout. Je vous raconte juste ça. Mon petit frère, il regarde certainement. Martin, je me souviens, on dégoulinait, vous savez, l'eau de poisson. Et on grimpait la colline. Et à un moment, mon petit frère s'arrête. Il dépose sa charge. Il me dit, grand frère, si on abandonne, je préfère ne pas continuer l'histoire parce qu'elle est en plus très émouvante. Je préfère plutôt parce que quand je la raconte, souvent j'ai des larmes aux yeux. Je préfère arrêter. Et c'est vrai en plus. C'est bizarre. Donc il me dit, grand frère, pourquoi papa nous fait tant souffrir? Et ben, je lui dis, écoute, comme il a toujours dit, il veut que nous soyons des gens forts. Et ça fait de nous, effectivement, des gens très forts. Très forts. Mais bon, bizarre. L'une des raisons aussi pour lesquelles il nous a élevés durement en agriculture. Et il nous disait toujours qu'il a appris ça de l'Ouest. Qu'il y était et il a vu des gens aller au champ à 5 h du matin avec la lampe, revenir du champ le soir
Et il comprenait et il me dit, mais je comprends pourquoi il y a toujours à manger là-bas. Et pourquoi c'est toujours eux qui vendent à manger et tout. Enfin, ils ne sont pas les seuls, évidemment. Et il nous a dit, mais ce que j'ai vu là-bas, il faut le faire. Les histoires, parce que votre papa est proviseur, il est ci, il est ça, c'est pas pour vous. Apprenez à bosser, à travailler la terre, c'est votre avenir. Et je crois qu'il n'a pas tort. Ça explique peut-être pourquoi l'agriculture est en bonne place dans mon projet de société. Alors, c'est toujours avec beaucoup de nostalgie que je passe par cet endroit. Là, c'est NB3. Oh, on ne peut pas entrer, les salles sont fermées, ce n'est pas encore la rentrée. C'est ici que je fis mon tout premier cours. Moi, je vais vous dire, puisque c'est en fac que j'ai échoué pour la première fois. Quand j'ai échoué, je l'ai caché à mon père. L'année qui suivait, je n'ai pas payé. J'ai même dit que je ne vais plus à l'école. J'ai bouffé l'argent. L'année même qui suivait encore, mon père a su que je n'ai pas payé parce qu'un de mes cousins est allé me trahir. Et puis, il est venu en catastrophe sans trop me dire pourquoi. Il m'a dit, allons un peu à soi. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, je veux voir quel est exactement ton niveau maintenant. En plus, je mentais. Et puis, je lui ai dit la vérité. Donc, bon, ça ne sert à rien. Je ne vais plus à l'école. Et puis, il se met à rire. Alors, moi, je le redoutais parce que je me disais, le connaissant, qu'il allait prendre ça très mal. Et c'est bizarre, il se met à rire. Il me dit, enfin, tu as échoué. Ça m'inquiétait. Tu ne peux pas faire toute une vie, tu fais des études, tu n'échoues pas. Il fallait bien que tu échoues un jour ou que tu deviennes un homme. J'ai dit, mais tiens, j'aurais pu dire à ce type depuis que j'ai échoué. C'est bizarre, je n'ai eu la maîtrise qu'en 2007, je crois, 2007 ou 2008. Et c'est 2 ans plus tard que le recteur Tabi Manga prend sur lui de me recruter à l'université. Parce que, après, je raconte, il va d'ailleurs se fâcher. Un jour, en 2008, après mes aventures politiques, un jour il m'appelle dans son bureau et il me dit, c'est qui ton père? Je lui dis, il fait quoi? Il dit, il est enseignant, il va bientôt en retraite et tout. Je vois que papa partait justement en retraite. Il me dit, tu as des grands frères? Je dis non. Il me dit, mais tout ce que tu fais là, la revendication, les combats, tu luttes contre un régime, tu comptes sur quoi au juste? T'es rien. Je lui dis, je compte sur Dieu. Il se met à rire. Après il me dit, écoute Cabral, je t'ai côtoyé comme leader d'étudiant, j'ai côtoyé quelqu'un de très intègre, quelqu'un de très déterminé et de sérieux dans ce que tu fais. Moi, je vais te donner une chance, je te parle comme un père. Tu feras de ta vie ce que tu voudras, je vais te donner une chance. Il ne m'a pas dit quoi. Et un matin, M. Djodji Brobert, je peux citer son nom, parce que c'est son proche collaborateur, il m'appelle, il me dit, Cabral, est-ce que tu veux travailler? Je dis, est-ce qu'on refuse le travail? Non, mais si tu veux travailler, tu viens demain avec une demande, tes diplômes, et tu commences à travailler demain. Eh bien, je suis venu. Et j'ai commencé à travailler. Bon, il y a eu des difficultés. Hein. On n'arrivait pas à m'affecter quelque part. Partout où on essayait de m'affecter à soi, les gens refusaient. J'ai d'ailleurs traîné un peu, hein, 1 ou 2 mois, n'ayant pas exactement de lieu d'affectation. Et puis un jour, il y a eu des soucis à Radio Campus. Et puis on a dit, ah mais tiens, souvent quand il fait ces histoires de politique, là, il est porte-parole. Envoyez-le là-bas à la radio. Et puis je suis allé à la radio, et puis la suite, vous la connaissez. Là-bas aussi, je suis arrivé. J'ai encore eu des soucis avec ceux-là que j'ai trouvé là-bas. J'ai encore traîné au quartier, je crois, 1 mois. Après, il y a encore eu des problèmes. Après, on m'a appelé, le professeur Tchadé Ona a été désigné superviseur. Il m'a mis chef de chaîne adjoint. Et puis par la suite, j'ai créé des émissions qui ne plaisaient pas aux gens. On m'a suspendu 2 fois. Après, on a coupé les primes. Après, bon, récemment, on m'a même enlevé 1 fois. Voilà. Et je vous rappelle que nous sommes dans le fief du RDPC. Ça, d'abord, c'est le quartier du délégué du gouvernement. Et ce n'est pas facile. Beaucoup de gens aimeraient, beaucoup m'ont dit que si on me voit là-bas, on va me brûler. D'autres ont pris le courage. Mais je suis sûr que ceux qui ne sont pas là nous observent derrière la fenêtre. Donc, beaucoup de gens l'ont vu. Ils savent maintenant que ce n'est pas seulement le Cabral des réseaux sociaux, ce n'est pas seulement le Cabral qu'on revoit à Canal 2 ou à Vision 4, je ne sais pas trop, mais c'est quelqu'un qu'on peut également voir. Il est accessible. Il l'a montré. Moi, je ne sais pas, peut-être il me reste quelques jours à partir, mais nos enfants,
Vous-même, vous voyez que il ne faut pas que demain, comme il vient là, qu'il change de bouche, il doit nous dire ce qu'il nous dit là. S'il tient à ça, vraiment, nous sommes derrière lui. Parce que vous voyez même que le Cameroun va mal. Je vous dis que tout le monde vole. Si tu dis maintenant qu'au Cameroun, tu enquêtes sur tout le monde, ta mère, tu vas l'attraper. Je crois que le consensus rousseauiste qui donne naissance à la République veut que nous ayons créé une personne morale, abstraite, au-dessus de nous, qui a le devoir de nous protéger, de nous sécuriser. Et non pas de nous spolier, de nous écraser, de nous étouffer. Et c'est pour ça qu'il faut libérer des énergies. On ne peut pas être dans un pays où, je décline juste ma vision, on ne peut pas être dans un pays dont les ressources humaines font leurs preuves, partout dans le monde, mais jamais véritablement chez eux. On est étouffé, on est asphyxié. C'est pour ça que je me bats. Et c'est pour ça que je me battrai jusqu'au dernier jour de ma vie, pour que cet État voie le jour.